Déjà, merci Louise d'avoir accepté de faire ce webinaire Je t'en prie. sur un sujet voilà, surtout, enfin, qui touche beaucoup les familles avec lesquelles on a l'habitude de travailler, nous, Axiom Académique, parce que nous sommes une agence de soutien scolaire un peu particulière. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais faire une petite présentation très rapide parce que c'est pas du tout l'objet de ce webinaire. Voilà, comme on organise le webinaire, on se présente. Donc, on est une agence de soutien scolaire. On est présent sur tous les continents. On existe depuis 10 ans maintenant. Donc, ça fait une petite trotte qu'on existe et qu'on essaye d'être les plus euh, enfin, présent le plus possible pour pouvoir répondre aux besoins des familles qui vivent hors de France et qui peuvent avoir des difficultés comme tout le monde à trouver du soutien scolaire pour leurs enfants, qui peuvent rencontrer des difficultés, décrochage scolaire, mais pas seulement, c'est pour préparer aussi aux examens, c'est pour accompagner aussi dans la méthodologie. Donc voilà, on a aujourd'hui rassemblé une équipe de 5000 profs, qui sont euh, sélectionnés hyper rigoureusement par nos équipes et qui sont capables de donner des cours dans toutes les matières. Alors nous, on accompagne essentiellement les élèves des lycées français et des écoles internationales pour quatre curriculums, donc le programme français, le programme de l'IB, le curriculum américain et le curriculum UK, donc le programme scolaire anglo-saxon. On est très souvent aussi contacté par des familles dont les enfants suivent leur scolarité à distance, là où il n'y a pas forcément de lycée français, là où et puis voilà, pour certaines familles qui préfèrent inscrire leurs enfants dans le système local, mais qui ne veulent pas perdre complètement pied, enfin qui veulent garder un lien quand même avec l'éducation et avec le système français, donc ils inscrivent leurs enfants aussi au CNED en parallèle. Donc on propose aussi des services d'orientation scolaire et de préparation d'accompagnement Parcoursup. Donc ça, c'est plus pour les enfants qui sont déjà au lycée. Donc, pour faire ce travail d'accompagnement rigoureux et de recrutement de profs, on a une équipe présente voilà, dans tous ces pays. Alors, la liste n'est même pas à jour. J'aurais dû la mettre à jour, mais voilà. Donc, on est aujourd'hui une équipe voilà. On est capable, je pense, de répondre à tous les besoins en termes de soutien scolaire, d'aide à l'orientation scolaire sur tous les continents. Alors, c'est des cours à domicile, donc dans tous ces pays où vous voyez les drapeaux, et puis partout ailleurs, on propose des cours en ligne, sachant que tous les ans, on ouvre de nouvelles destinations, on ouvre de nouvelles villes en fonction du recrutement qu'on arrive à faire. Euh, Parce que voilà, on peut pas le faire tout seul, on doit à chaque fois réouvrir une agence. Donc pour ça, on cherche des représentants qui peuvent nous représenter. Voilà pour une petite présentation assez rapide de notre agence qui s'appelle Action Académique. Depuis cette année, on propose des webinaires. Donc vous avez peut-être déjà participé à certains d'entre eux. C'est le sixième webinaire qu'on organise aujourd'hui avec Louise. Donc, c'est des webinaires. L'année prochaine, d'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur les réseaux parce qu'on va continuer à en organiser sur d'autres sujets comme l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place les discussions et dans la vie de tous les jours. Et donc, comment intégrer cet outil à l'éducation, à l'école. Donc, on prépare un webinaire sur ce sujet-là. Et bon, alors, je suis très bavard, hein, je pourrais parler des heures et des heures et des heures et des heures. Donc, Louise, je te propose Je me je te passer donne la la main. parole. Je te passe la main. Encore une fois, merci à tous de vous être connectés, d'être là un samedi après-midi. Alors, samedi matin pour ceux qui sont aux États-Unis, voire très, très, très tôt le matin. Et puis, soir pour ceux qui sont plutôt en Asie et en Australie. N'hésitez pas à poser vos questions, à poser des questions. L'idée, c'est de faire un webinaire interactif, un webinaire où, si vous avez des questions, moi, je vais les lire et je vais les relayer et je vais les poser à Louise. Et à la fin aussi, l'idée, c'est que vous puissiez prendre la parole. Si jamais parmi vous, j'ai pas vu exactement
les personnes qui s'étaient connectées, mais s'il y a des personnes qui ont fait appel au service de Louise et qui souhaitent témoigner peut-être bah, de cette épreuve qui est la préparation d'un dossier pour intégrer des universités à l'étranger, surtout, feel free de prendre la parole et de témoigner et de poser vos questions. C'est aussi le but de ce webinaire. C'est pas simplement qu'on vous raconte des choses, mais que ce soit un lieu de partage. Donc voilà. J'arrête le partage, Louise, et je te laisse partager ton écran. Super. OK. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai une petite requête avant de commencer. Est-ce que vous pourrez mettre dans le chat le système scolaire de vos enfants? J'imagine que pour la plupart, c'est le bac français ou la IB, donc je vais un peu diriger euh, sur ces deux, mais si jamais il y a des élèves qui font par exemple des A-levels ou la high school diploma, n'hésitez pas à le noter, puis je mettrai les détails pour ces diplômes aussi. Donc, bienvenue. Donc, moi, je suis Louise Thompson-Ferney. Comme vous entendez sûrement, je suis de nationalité anglaise, mariée avec un Français. Mes enfants sont français. J'ai 4 enfants, des grands-enfants d'ailleurs, qui ont fait leurs études, pour 3 d'entre eux au Royaume-Uni. Et pour l'un, il a fait la classe prépa et puis école d'ingénieur. Donc, je suis bien rodée pour savoir la différence entre rester en France ou retourner en France pour les Français expatriés et continuer l'éducation à l'étranger. Je vois ça des deux côtés, donc du côté des parents avec le stress et puis aussi du côté du conseiller. Donc, je compatis avec votre pression. Donc, expat student, qui sommes-nous? Donc, moi, Louise, j'ai commencé à m'intéresser aux études post-bac avec mes enfants. Donc, 2014, quand mon grand, on était à l'époque aux États-Unis, quand mon grand cherchait à faire ses études à l'étranger, et je me suis rendu compte que les conseillères d'orientation du lycée, même si elle était très bien, elle ne pouvait pas tout faire. Donc, je me suis lancée. J'ai trouvé ça passionnant. L'année après, les copines m'ont demandé d'aider aussi. J'ai trouvé ça super. J'étais aux États-Unis sous un visa L2 à l'époque quand on ne pouvait pas travailler. Donc, j'ai passé mon temps à faire les formations UCAS, ACAC, etc. Et quand on est retourné en France en 2018, j'ai créé Expat Student. Donc, Expat Student a été créé dans le but d'aider les familles expatriées, comme nous on a été, les familles des Français à l'étranger, avec les candidatures pour les universités anglophones en dehors de la France. Suivant les petits Français à l'étranger, eh bien, ils ne sont plus tout à fait français. Ils ne veulent pas revenir en France pour faire la prépa, pour faire la fac. Ils ont quelque chose d'international que nous, on leur a donné avec nos déplacements et ils veulent continuer dans ce sens-là. Et vous, parce que je ne suis pas française, mais en tant que Français, vous êtes peut-être un peu perdu. Donc, c'est pour ça que nous, on intervient. Donc, c'est quoi Expat Student? Expat Student est une société de conseil d'orientation pour les études à l'étranger. On a des conseillères en Angleterre, en France et moi, maintenant basée aux États-Unis, où on a créé un Expat Student USA. C'est à nous de nous adapter à vous. Donc, moi, personnellement, je suis à Houston, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir des élèves à Singapour cette année. Nous, on s'adapte au décalage horaire, on s'adapte à vos enfants. D'ailleurs, on voit que cette année, on a eu des élèves France, Maroc, Espagne, États-Unis, enfin, il y a toute la liste. Donc, dans cette webinaire, je vais parler des destinations préférées qui sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Canada, éventuellement l'Espagne et l'Italie pour certaines choses. Et puis, j'ai rajouté aussi les bachelors de la France. Parce que même si nous, expat students, on fait les études surtout hors de France, je trouve que ces nouveaux bachelors sont intéressants et visent particulièrement bien les Français de l'étranger ou les Français de France d'ailleurs. Donc, on commence avec les études au Royaume-Uni. Pourquoi faire ces études au Royaume-Uni? Il y a la question de la langue, bien sûr, mais pas que. Il y a énormément d'universités au Royaume-Uni et il y en a parmi eux les plus reconnus mondialement.
Tout le monde connaît LSE, Imperial, King's College London, UCL, tralala, tout le reste. C'est des universités avec des beaux noms qui vont faire que votre enfant, quand il aura son bachelor et qu'il va chercher son master en France ou à l'étranger, il va sortir d'une université reconnue mondialement. À l'intérieur de ces universités, il y a un large choix de formations. On peut étudier le business, les relations internationales, le médecine, l'ingénieur, mais aussi la sociologie, la littérature anglaise, la psychologie. Il y a plein de choses qu'on peut étudier. Les universités anglaises, comme vous le savez, sont très bien équipées. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent se permettre d'être équipés? Je vais être très claire. C'est à cause des tarifs. Les Anglais payent 10 000 livres. Donc, si parmi vous, il y a des parents qui ont des enfants qui ont un passeport britannique parce qu'ils sont nés en Angleterre ou ils ont un papa ou une maman britannique et qui vivent encore en Europe, vous avez le droit au Home Fee Status, au tarif des Anglais jusqu'en 2028. Pour les autres, malheureusement, depuis Brexit, le tarif est devenu plus cher. Mais ce tarif permet aussi aux universités de faire des sacrés investissements. Ils sont les top du top dans tout ce qui est l'équipement en ingénieur, etc. La qualité des universités du Royaume-Uni, j'ai peut-être même pas besoin d'en parler, tout le monde le sait. Ici, vous regardez les rankings, les QS World Ranking, etc., ils sont là-haut. Avec les universités américaines, il y a beaucoup de très beaux noms. Aussi, ce qui est sympa, mais c'est peut-être un peu moins important, c'est la tradition. Il y a des universités anglaises qui datent d'il y a très longtemps. Il y a des traditions, il y a les beaux bâtiments briques rouges. Ça donne envie d'étudier. C'est mondialement vu comme dans les films Harry Potter. Magique. Oui, exactement. Ça fait un peu rêver. Et puis aussi, je pense que cette idée de campus, les universités à campus aussi, ça permet aux élèves de trouver un peu une deuxième famille. Donc, au Royaume-Uni, il y a deux types d'universités. Il y a les universités qui sont dans la ville, genre King's, UCL, où les élèves vont vivre un peu loin de leur fac, de leur bâtiment. Puis, il y a les universités à campus, type Warwick, où les élèves ils vivent tous ensemble dans les résidences étudiants et ils sont à 5 minutes des cours et ça permet de créer des liens d'amitié, des liens très forts qui est un soutien quand on est français de l'étranger ou même français de France, hein, que la famille soit loin. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte quand on choisit l'université. Donc, comment est-ce qu'on candidate aux universités du Royaume-Uni? On candidate sur une plateforme qui s'appelle UCAS. Donc, c'est un peu comme la plateforme Parcoursup pour la France, sauf qu'on est limité. On a 5 choix. OK? Donc, il est vraiment essentiel de regarder en amont qu'est-ce qu'on veut étudier et de trouver les 5 formations, les 5 universités qui conviennent à votre enfant. Donc, c'est pour ça que nous, à Expat Student, on conseille de nous contacter dès la classe de la première pour qu'on ait vraiment ce temps de regarder, de déterminer ce que l'élève veut étudier parce qu'on ne peut pas se planter. Ce n'est pas comme Parcoursup où on peut avoir des choix, des sous-choix, etc. On a 5 choix. Donc, il faut vraiment bien viser en fonction de ce que l'élève a envie d'étudier, s'il veut campus, s'il ne veut pas de campus, en fonction de ses notes, et puis aussi pour vous les parents, en fonction du tarif aussi, parce que les tarifs peuvent varier d'une université à l'autre. Donc, une fois qu'on a fait le choix, on doit soumettre sur la plateforme ce qu'on appelle les predicted grades. Donc, les profs, si vous êtes en formation IB, les profs vont le comprendre très rapidement. Si vous êtes en section française, nous, on a souvent un petit travail à faire avec les professeurs pour expliquer cette idée de predicted grades. Les predicted grades, c'est les notes que les profs pensent que l'élève va obtenir à son bac. Donc, il y a quand même une agilité d'esprit. Ce n'est pas forcément ces notes à la date d'aujourd'hui. Cela n'engage pas les profs. Donc, ce n'est pas parce qu'il a eu une mauvaise note, votre enfant a eu une mauvaise note dans un contrôle qu'il faut forcément un predicted grade bas. Si le prof pense que votre enfant est sur une pente montante, un predicted grade peut être plus haut. Donc, souvent, même on discute avec les professeurs pour essayer d'en tirer
le meilleur predicted grade possible, mais tout en restant dans le raisonnable. Parce que l'offre que vous allez recevoir va être basée sur ce predicted grade, mais après, l'élève doit aller l'obtenir l'offre. Il doit aller obtenir ces notes-là dans son bac. Donc, on a les 5 choix, on a les predicted grades, et puis on a le personal statement. Donc, le personal statement, c'est quoi? C'est une lettre de motivation de 4000 caractères, donc c'est 2/3 d'une page, ce qui est vraiment pas très long, où dedans, on met pourquoi l'élève veut étudier ce sujet. Donc, encore une fois, il y a toute une réflexion en amont de pourquoi est-ce que l'élève veut étudier le business, l'ingénierie, les relations internationales. Qu'est-ce qu'il a fait qui l'emmène à ce sujet? Donc, peut-être il y a aussi sa vie d'expatrié ou sa vie en France. Il y a, si c'est ingénieur, il y a des choses qu'il a fait à l'extérieur. Si c'est médecine, il y a peut-être des stages. Tout ça qu'il a emmené sur son chemin pour décider que c'est ce sujet-là qu'il veut étudier. Donc, tout ça, on met dans la lettre de motivation avec aussi son côté académique, qu'est-ce qu'il a aimé à l'école, pourquoi il est fort, qu'est-ce qu'il participe dans des projets, dans des extracurriculaires, il est peut-être dans le CVL, il est peut-être délégué de classe, etc. Et en dernier, on a une lettre de référence du professeur, d'un professeur de préférence lié avec le sujet, donc pas le prof d'anglais. Si on veut faire relations internationales, ça c'est le prof de géopole. Si on veut faire ingénierie, ça c'est le prof de physique-chimie ou le prof de maths, qui va expliquer pourquoi il pense que votre enfant est un bon fit, convient bien à ses formations. Donc, on fait tout ça avec votre enfant et puis on candidate. Donc, quand est-ce qu'on candidate? Si votre enfant veut postuler à Oxford, Cambridge ou n'importe où en Angleterre, au Royaume-Uni pour médecine, veto ou dentiste, le deadline est très tôt. C'est le 15 octobre. Donc, il faut vraiment commencer à y penser bien en classe de première. Pour toutes les autres formations, le deadline est le dernier mercredi du mois de janvier. Donc, pour les candidatures pour 2025, Oxford, Cambridge, médecine, veto, dentiste, 15 octobre 2024. Tous les autres sujets, cette année, je pense que ça nous fait le 30, mais le dernier mercredi du mois de janvier 2025. N'attendez pas le dernier moment pour postuler. Si à Expat Student, nous, on encourage tous nos élèves à postuler en octobre, novembre, décembre, en fonction de quand est-ce qu'on obtient les predicted grades, ça montre aux admissions officers que votre enfant, il est motivé, qu'il est organisé. Il y a plein de bonnes qualités qu'on arrive à faire ressortir avec une candidature tôt. Une candidature tardive, ça donne l'impression que l'élève, c'est de la pagaille, peut-être il ne se concentrait pas, il n'était pas sûr de ce qu'il voulait faire. Ce n'est pas très bon signe. Donc, pensez-y, commencez à y travailler dès cet été pour que la candidature soit prête à envoyer octobre, novembre, décembre. Est-ce que d'expérience, Vas-y, oui, pardon. j'ai une petite question. Est-ce que tu as remarqué une différence dans comment dire, le traitement des candidatures quand Complètement. un élève vient, a une Quand il expérience de postule de vie à bonheur. l'étranger? Ah, Non, quand il vient de oui, l'étranger? le fait qu'il vienne, enfin, qu'il ait une expérience à l'étranger, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que finalement il s'en moque un peu et ce qui est important, c'est la Non, non, ça, motivation ça, plus que... ça a un grand avantage. Ça a un grand avantage, on le met dans le personal statement parce que ça a un avantage dans la vie. Les élèves qui ont passé leur vie à l'étranger, déjà, ils sont multiculturels, ils sont souvent bilingues, voire trilingues. Ils ont une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde. Donc, tout ça, on le met dans la lettre de motivation. C'est pas parce que sur la candidature que c'est marqué lycée français de je sais pas où qui sera traité mieux, mais ces expériences de vie et l'enfant qu'il est à cause de ces expériences qui vont lui donner un petit plus. D'accord, merci. Et tout ça, il faut faire ressortir dans la lettre de motivation. Il faut parler de ses expériences. Peut-être que c'était pas facile au début de s'intégrer dans son nouvelle école, dans une langue qu'il connaissait pas. Tout ça, on met dans la lettre de motivation parce qu'il en a fait une force. Mhm. Donc, moi, ce que je pense et que tu posais comme question, c'est est-ce qu'on voit une différence entre les candidatures qui sont de bonne heure et puis les candidatures tardives? La réponse est aussi oui. Euh, Ce qui est bien pour un élève qui candidate en octobre-novembre, c'est qu'éventuellement, il aura déjà des réponses à Noël. Quel soulagement en classe de terminale de savoir qu'on a déjà une offre en Mhm. décembre
avant qu'on commence Parcoursup, ça change complètement la stratégie de Parcoursup. Si on sait qu'on a déjà une bonne offre à l'étranger, on peut mettre le top du top en Parcoursup, ou même on pourrait ne pas faire Parcoursup du tout, ou on peut faire Parcoursup beaucoup plus tranquillement, parce qu'on sait qu'on va quelque part. Aussi, ça enlève beaucoup de pression à l'élève de se concentrer sur ses candidatures en même temps qu'il se concentre sur son bac, sur son IB, sur ses A-levels, etc. S'il a déjà une place, peut-être pas sa place, mais une place sur les 5 où il a postulé, il se calme, il est soulagé, il peut se concentrer sur son bac pour obtenir les notes qu'il faut pour aller à l'université. Ce que je n'ai pas mis dans le tableau, et je pense que je ne l'ai pas mis avant, c'est que les offres en Angleterre, ce sont des offres conditionnelles. Donc, c'est-à-dire que, je prends un exemple, l'enfant, il postule à Warwick pour International Management, une formation de business. Warwick va regarder son dossier, sa lettre de motivation avec toutes ses expériences, tous ses intérêts, la lettre de référence du professeur, les predicted grades, et Warwick va décider, oui ou non, de lui faire une offre. Si Warwick fait une offre, si votre enfant l'intéresse, Warwick fait une offre, l'offre pour l'exemple de International Management sera sûrement on prend votre enfant si le jour des résultats du bac, donc sur le relevé de notes de bac, il a une moyenne générale de 16. Avec en maths, je pense que Warwick demandait 13 en maths cette année. Il faudrait que je vérifie. Donc, ils veulent une note de moyenne générale avec une note de soit maths complémentaire, soit spé maths en terminale. Donc, après le 5 juillet, le jour des résultats du bac, si l'enfant, si l'élève a ces notes-là, il est pris à l'université. D'où l'intérêt d'avoir les offres tôt. Ça permet à l'élève de se dire, OK, je veux aller à Warwick, j'ai besoin d'avoir 16 au bac, je vais me mettre à vraiment travailler. Plutôt que de dire, ah ben, j'attends Parcoursup, je ne sais pas ce que je vais avoir, oh, c'est le stress, et puis d'avoir plein de choses qui tombent dans leur tête en même temps. Donc ça, c'est les candidatures normales, si je peux dire. On a aussi la possibilité de faire des candidatures tardives. Les candidatures tardives, c'est souvent les élèves en classe de terminale qui changent d'avis ou qui n'ont pas ce qu'ils veulent en Parcoursup. Nos candidatures tardives, c'est typiquement les élèves, on arrive au 30 mai, il y a les retours de Parcoursup et on se rend compte que l'élève est très loin sur liste d'attente pour une formation qu'il voulait ou qui ne l'a pas eu du tout. Et là, les parents commencent à réfléchir à autre chose et se tournent vers le Royaume-Uni et on a la possibilité de candidater en retard pour le Royaume-Uni. Par contre, sachez que les universités ne sont pas obligées de considérer votre candidature. Le deadline de fin janvier, c'est le deadline de Equal Consideration. Les universités sont obligées de regarder la candidature. À partir de cette date-là, ils ne sont pas obligés. Donc, nous, on appelle les universités, on vérifie qu'ils sont encore ouverts, on parle de votre enfant, etc. Si vous candidatez tout seul, pensez à écrire aux universités pour vérifier qu'ils acceptent encore des candidatures pour ne pas gaspiller un de vos 5 choix. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Alors, il y a une question, mais ça concerne des études de dentaire et de médecine au Royaume-Uni. Est-ce que tu traites le sujet un peu plus tard dans les slides? Vas-y avec ta question. Je fais médecine en dehors du Royaume-Uni plus tard, mais vas-y. D'accord. En gros, la question, c'est sur l'équivalence des diplômes avec la France. Oui, OK. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalence. Donc, méfiance pour tout ce qui est médecine dentaire, même veto. Il n'y a pas d'équivalence depuis Brexit. Donc, pour les élèves qui veulent faire médecine, veto ou dentiste à l'extérieur de la France, on conseille, et j'en parle plus loin dans la candidature, on conseille les universités, par exemple en Espagne, qui parce que ça reste dans l'Europe, ont des équivalences. Si, Hmm. par exemple, votre enfant ne veut pas retourner ou partir en France, oui, c'est possible de faire ses études au Royaume-Uni. Est-ce que ça répond à la question? Alors, c'était une question de Geneviève, et je pense que ça répond à la question. Mais si jamais, Geneviève, vous avez besoin de plus d'informations, on pourra y répondre un peu plus tard. Oui, et Merci. un peu plus tard, je parle de médecine et de dentiste.
Donc, on a le coût des études au Royaume-Uni. Donc, au début, j'ai dit que si l'enfant a un passeport britannique et qu'il habite en Europe et qu'il a été en Europe le 31 décembre 2020, il a le tarif des Anglais, c'est-à-dire un peu en dessous de 10 000 livres par an. Malheureusement, pour les autres, depuis Brexit, les tarifs ont changé. Donc, j'ai mis des exemples. Euh, Là, j'ai mis les universités les plus prestigieuses, donc type LSE, King's, UCL, etc. Bien sûr, il y a des universités moins connues, moins reconnues, qui ont des tarifs moindres. Tout dépend de votre objectif. Donc, pour les relations internationales, on est entre 20 000 et 30 000 livres par an. Pour les formations de business, ça augmente un peu. C'est entre 22 000 et 35 000 par an. En plus de ces frais, il faut ajouter les frais de logement et les frais de vie. Donc, il ne faut pas sous-estimer les frais de logement à Londres. Donc, si vous visez Londres, regardez, oui, le coût des études, mais regardez également le coût des logements. On peut aller facilement de 13 000 à 20 000 livres par an en logement. À l'extérieur de Londres, c'est beaucoup plus raisonnable. On est plutôt entre 7 et 10 000 pour le logement pour l'année. Donc Il y a une ça, petite question oui, encore. vas-y. Ça concerne un enfant qui est en A-level et qui veut faire Sciences Po. J'essaie d'interpréter, de reprendre la question. Sciences politiques. Et ouais, Sciences Po, l'école Sciences Po, j'imagine à Paris. Est-ce qu'il doit faire sa, enfin à Paris ou ailleurs, hein, d'ailleurs, il y a plusieurs Sciences Po. Est-ce qu'il doit faire sa candidature via Parcoursup ou via un autre système? C'est une excellente question, mais malheureusement, moi, je ne fais pas les études en France. Je ne fais pas Sciences Po. Sciences Po, c'est... Alors, moi j'ai vu les webinaires de Myriam Ouais, ça c'est Draman vraiment... Si tu as regardé le webinaire avec Myriam, tu dois savoir, Constantin. Alors, et, vas-y. et je peux répondre à la question. Si l'enfant est français, de nationalité française, il doit passer par le système Parcoursup en tant qu'enfant, enfin en tant que citoyen français. Le système lui est ouvert et donc Sciences Po étant une école en France, il faut passer par Parcoursup. Voilà, j'espère que je réponds à la question et j'ai pas votre prénom parce qu'il y a écrit Secondary Office. Donc, voilà. OK. Mais je vous invite à regarder le webinaire de Myriam Draman sur la question, sur le sujet justement, et elle explique bien tout ça en détail. Super. Donc là, j'avance et je passe aux Pays-Bas. Donc, aux Pays-Bas, il y a trois types d'universités. Il y a les Research Universities, qui sont vraiment les universités académiques. Il y a Applied Science Universities, qui sont un peu plus techniques. Et puis, il y a les University Colleges, qui sont très intéressants. C'est plutôt liberal arts. Donc, les universités les plus connues, on a Leiden, Erasmus, Maastricht, Amsterdam, Vrije Université. Tout ça, c'est des universités qui sont vraiment très réputées, qui concurrencent bien les universités à l'anglaise dans leur réputation et il y a des réputations différentes pour des sujets différents. Par exemple, business, Rotterdam School of Management à Erasmus University, c'est vraiment le top du top. C'est une formation vraiment excellente que je mettrais au même niveau que les formations du Royaume-Uni. Pour les formations de relations internationales, Leiden, Vrije, Amsterdam sont des universités très réputées aussi. Je n'ai pas mis, mais si votre enfant veut étudier ingénierie, Delft fait une super formation de Aerospace Engineering et Eindhoven fait une super formation de Mechanical Engineering. Tout ça, c'est à des tarifs super intéressants. Donc, actuellement, les tarifs pour les nationalités européennes, donc passeport français, par exemple, c'est 2 300 € par an pour les formations. OK? Donc, c'est vraiment des formations super intéressantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la concurrence pour y rentrer est très rude, surtout depuis Brexit. Il y a beaucoup de Français qui ne peuvent plus se permettre d'aller en Angleterre et qui se tournent vers les Pays-Bas pour des questions de coûts. Donc, le niveau a vraiment augmenté. Il faut que votre enfant soit assez fort pour postuler dans les formations qu'on appelle numerus fixus. Les numerus fixus, ce sont des formations les plus recherchées
et il y a un vrai tri pour entrer dans ces formations. Et donc, il nous faut des bulletins qui sont très bons depuis la classe de première. Quand est-ce qu'on candidate pour les Pays-Bas? On candidate par StudyLink. Donc, dans StudyLink, c'est la plateforme comme Parcoursup, comme UCAS. C'est encore plus serré que UCAS. Là, on peut postuler qu'à 4 formations. Donc, à l'intérieur de ces 4 formations, on ne peut postuler que pour 2 des formations de numerus fixus, donc les formations qui sont les plus réputées, les plus demandées. On peut en mettre que 2. Et puis, il faut mettre 2 autres, enfin, on peut mettre 2 autres formations qui ne sont pas numerus fixus. StudyLink, ce n'est qu'un entonnoir. Donc, on met ces 4 formations dans StudyLink et après, ça passe vers chaque université. On ne candidate pas par StudyLink. Tout ce qui est le dossier, les tests, les questions, les examens, les entretiens, c'est à voir avec chaque université différemment. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il faut pour, en général, les universités, par exemple, d'ingénieurs, il va y avoir des tests de maths. Des universités pour relations internationales, il va y avoir des essais à écrire. Pour le business, il va falloir faire un CV. Enfin, chaque université est différente. Donc, le coût des études aux Pays-Bas, les frais de scolarité par an, si on a un passeport européen, c'est 2 300 € par an. Si on a un passeport qui est non européen, ça peut aller jusqu'à 15 000 € par an. Sur ça, il faut ajouter les frais de logement et les frais de vie. Faites attention, les logements aux Pays-Bas sont très, très difficiles à obtenir. Les universités, même si l'élève a été accepté, si l'élève ne peut pas trouver un logement, il ne sera pas inscrit au mois de septembre. On a chaque année des histoires d'élèves qui doivent reporter leur entrée universitaire aux Pays-Bas parce qu'au mois de septembre, ils n'ont pas de logement. Donc, aussitôt que vous recevez une offre du Pays-Bas, il faut commencer à chercher un logement. J'ai une question, Oui. 2 questions même. Si on veut faire architecture aux Pays-Bas, si on veut suivre des études d'architecture, dans quelle catégorie d'école, enfin, comment ça se Ouais. passe? Déjà, les études d'architecture, je ferai très attention parce que c'est des architectures comme médecine, etc. Ce sont des formations, j'ai un blanc, réglementées. Donc, faites très Hmm. attention. Même si une formation d'architecture, comme une formation de droit, par exemple, peut être très bien et qu'on peut tout apprendre, faites très attention si vous êtes français et vous revenez en France avec votre diplôme d'architecture. Qui c'est qui pose cette question? Je lui propose de me contacter directement pour qu'on en parle plus en détail. C'est David Roudergue. Eh bien, Voilà. Nadine, je vous propose de m'écrire directement et on parlera plus en détail des petites spécificités d'architecture pour éventuellement soit un retour en France ou non. Ça dépend où vous habitez. Alors, il y a une autre question qui concerne le tarif des masters aux Pays-Bas. Est-ce que c'est le même tarif que le bachelor pour les Français, quand on est français? Oui, quand on est français, je pense que c'est pas exactement le même tarif, mais c'est toujours un tarif très raisonnable. D'accord, merci. Les Pays-Bas ont cette très bonne idée de considérer que l'éducation doit être ouverte à tout le monde. Donc, pour les Européens, ils ont des tarifs très intéressants pour toutes les formations. Donc, au début de parler des Pays-Bas, j'ai parlé des 3 types d'universités, les research universities. C'est surtout ces universités-là dont je viens de vous parler. Il y a, je retourne en arrière pour Il y a les Applied Science Universities, donc eux, ils vont demander des niveaux moindres. Donc, par exemple, des élèves qui sont en high school diploma et qui n'ont pas de APs, passer par les Applied Science Universities, c'est un très bon plan. C'est toujours des universités de bon niveau, mais ils sont moins demandeurs en niveau note que les Applied Science Universities. Donc, ça, c'est intéressant. Et les University Colleges, c'est complètement différent. Il y en a 9. C'est plus comme des universités à l'américaine. C'est liberal arts, c'est-à-dire que l'élève n'est pas obligé de décider dès maintenant ce qu'il veut étudier. Il peut étudier plein de choses différentes, comme première année aux États-Unis. Donc, il étudie, puis après, il crée un peu son bachelor à la carte. Donc, les 9 University Colleges sont un peu partout aux Pays-Bas.
et ils sont chacun spécialisés dans un secteur différent. Donc, si on veut étudier, je ne sais pas, drama, literature, cinéma, vous ne choisirez pas le même University College que si on veut étudier politics, economics, droit, par exemple. Donc, ça peut être très bien pour les élèves qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire à 18 ans et qui veulent toucher un petit peu partout en première année. Le seul bémol avec les University Colleges pour moi, c'est qu'après, il faut vraiment, oui, piocher un peu partout en première année, mais il faut rapidement commencer à créer son diplôme avec une spécialité parce que sinon, on finit avec un diplôme qui est un peu touche à tout et on maîtrise rien. Et après, pour trouver un master, ça peut être difficile. Donc, les University Colleges, le coût est un peu plus cher. On est autour de 8 à 10 000 euros par an pour les Européens et plus cher pour les non-Européens parce qu'on habite sur le campus. Tout est sur le campus comme les universités américaines ou anglaises et au moins en première année, certains pour les 3 ans, on habite tous ensemble. Cette ambiance de travail où tout le monde habite ensemble et travaille ensemble peut être assez propice au travail comparé aux Research et Applied Science Universities où le logement est difficile à obtenir et que souvent les élèves, ils habitent assez loin dans leur petit studio et qui viennent en vélo le matin et qui retournent en vélo le soir. Et si, ils vont en cours. Hein. Ouais. Si, bon. Donc voilà les Pays-Bas. Après, ailleurs en Europe, donc là, je ne prétends pas couvrir tous les pays. Ce que je vous pose dans mon petit titre ailleurs en Europe, c'est les formations que nous, on nous demande le plus. Donc, les formations que nos parents français Alors, et non français nous demandent le plus. Louise, attends, il y a une petite question Ouais, encore sur le Pays-Bas. Est-ce que chaque université a sa deadline d'inscription? Je profite parce que comme on passe à un autre sujet, ouais, super question, super question. Donc, les numéros fixus, le deadline, c'est le 15 janvier. OK? Donc, les formations les plus prestigieuses, enfin les plus demandées, j'aime pas ce mot prestigieuse, mais les plus demandées, International Business, psychologie, International Relations, Engineering, etc. Ceux qui sont numéros fixus, le deadline, c'est le 15 janvier. Il ne faut pas rater ce deadline, sinon, ben, on n'a plus qu'à attendre l'année prochaine. Pour les non-numéros fixus, chaque université fixe son deadline. Donc, il faut, en fonction de la formation qui vous intéresse, aller chercher le deadline pour postuler. Mais bien sûr, plus vous postulez tôt, plus vous avez des chances d'être pris. Pour les University Colleges, la même chose, chacun a son deadline. Et il y en a qui ont ce qu'ils appellent les Early Bird Deadline, donc qui est le 1er décembre. Donc, pensez à bien regarder en amont parce que certains University Colleges, avec leur 1er décembre, avec leur deadline du 1er décembre, permettent, comme pour l'Angleterre, d'avoir des offres très rapidement et puis de savoir où est-ce que votre enfant va aller l'année prochaine. hmm. D'autres questions ou je passe à la Bocconi? Non, c'est bon. C'est bon? On peut aller en Italie. On part en Italie. Donc, Tu nous emmènes en Italie. l'Italie, il y a plein d'autres universités, mais celui qui vraiment qui sort du lot, c'est la Bocconi. C'est la Bocconi. Donc, la Bocconi, c'est une université de business. Je ne dirais pas que c'est un business school parce que c'est très académique, mais c'est une université qui est surtout réputée pour les deux formations phares, International Economics and Finance, International Economics and Management. C'est vraiment des formations extra. Qui dit formation extra dit extra difficile pour rentrer, malheureusement. Hmm, hmm. Encore une fois, surtout depuis Brexit. Donc, comment est-ce qu'on candidate à la Bocconi? La Bocconi a 3 sessions de candidature. La première session va de juillet à septembre. La deuxième session, c'est décembre-janvier. Et la troisième session, c'est autour de Pâques. Attendez pas la troisième session. Il ne garde que 5% des places pour la session de Pâques. Donc, autant dire, c'est vraiment pour les extraterrestres qui débarquent avec 21 sur 20 au bac et des notes de fou. Donc, si votre enfant est intéressé, candidatez pour la première session, donc à la fin de la classe de première, hein, donc cet été, si votre enfant est en classe de première, et puis vous pouvez recandidater s'il arrive à améliorer son score et que vous n'êtes pas pris en juillet, vous pourrez recandidater en Noël. Donc, la sélection est faite sur dossier, donc il y a les carnets, on envoie les carnets de première et de seconde, plus un test. Donc, il y a 2 tests qu'on peut faire.
soit la Bocconi Test, enfin, 3 tests, soit la Bocconi Test, soit les tests standardisés type SAT ou ACT. Honnêtement, on a les retours qu'on a de nos élèves, la Bocconi Test devient de plus en plus difficile. Okay? Il y a 3 ans, il était encore sur place. Après, il est passé sur l'ordinateur, il est devenu plus difficile. Après, cette année, ils ont rajouté un petit côté encore plus difficile où on ne peut pas faire de marche arrière. Donc, une fois qu'on a regardé la question, une fois, on ne peut pas dire, bah, j'avance et je reviens à la question plus tard si j'ai le temps. On peut faire que du marche avant. Le Bocconi Test devient difficile. Donc, nous, on a un meilleur taux de réussite avec nos élèves qui font le SAT. Donc, pensez à préparer votre enfant pour son SAT, qui passe son SAT en début d'été. Comme ça, s'il a un bon score, il peut candidater pour la session de juillet à septembre. Les frais de scolarité pour la Bocconi, c'est 16 500 €. Plus, bien sûr, les frais de logement, etc. C'est une université, c'est une formation qui est extrêmement académique, très matheux. Donc, déjà, pour rentrer le Bocconi Test, c'est de la réflexion en langue anglaise et des maths. Le SAT, la même chose. Ils mettent la barre haut parce que le niveau de maths demandé à l'intérieur de la formation est assez haut aussi. Donc, si votre enfant n'est pas fort en maths, c'est même pas la peine de tenter le Bocconi. Alors, Est-ce vous que pouvez c'est toujours quelque faire chose de- appel à nos services Action Académique parce qu'on a des professeurs particuliers Complètement. qui préparent au test. Donc, en cas de besoin, pour booster un petit peu justement, pour se préparer à ces tests, on est évidemment Et capable honnêtement, de Constantin, vous c'est accompagner. même pas en cas de besoin parce que le niveau de maths pour le SAT couvre des sujets que malheureusement les élèves de bac français n'ont pas encore couverts. Donc, on ne peut pas les Mm. inventer. Donc, oui, il faut un prof extérieur pour préparer le SAT ou le Bocconi Test parce que quand on candidate en juillet à la première session, les élèves n'ont pas couvert les sujets en classe. Donc, ils ont forcément besoin de quelqu'un pour les accompagner. Mm. Mais on est là. Heureusement, et heureusement. OK, s'il n'y a pas de Il y a questions, une c'est bon. Oui, question sur la langue. Est-ce qu'il faut parler la langue du pays pour italien, non. Ce sont des universités anglophones. non parla italiano? Ah bah donc Non, va pas besoin de bene. prendre des cours d'italien. Va Non, bene. bien sûr, si on parle italien, c'est toujours intéressant d'apprendre l'italien parce que c'est une université anglophone à Milan. Donc, vous allez être entouré à l'extérieur pour des Italiens. Donc, pour aller acheter son café et chercher son croissant, c'est toujours intéressant de parler italien. Et puis, l'élève va apprendre, il va vouloir s'intégrer, il va vouloir participer dans la vie du pays. Donc, il va apprendre de l'italien. Donc, il va finir trilingue. Mais la formation est en langue anglaise. Et bon, j'imagine que quand même, c'est des universités, cette université attire beaucoup de profils internationaux. Donc, même si on vit en Italie et qu'autour de l'université, la vie est en italien, au quotidien, avec les Oui, camarades, avec les profs, la langue, c'est quand même tout l'anglais. est en anglais. On n'a pas besoin de parler italien pour aller à la Bocconi. Tout est Mm. en anglais. Il y a beaucoup d'élèves italiens. Hein, ils passent par un tri différent, les élèves italiens pour rentrer. Donc oui, il y a des élèves italiens, mais la langue de la Bocconi, c'est la langue anglaise. Mm. Très Et bien. d'ailleurs, les Français de l'étranger euh, sont très bienvenus à la Bocconi. La Bocco aime bien les personnalités un peu différentes. Donc, soit complètement les étrangers, donc les non-français pour nous, qui ont vécu à l'étranger, ou les Français de l'étranger, il y a un petit quelque chose en plus, ils veulent cette expérience, ils veulent ce type d'élèves. Donc, pour les Français, je sais qu'on a des Français de France ici dans le webinaire, il y a quand même une petite préférence souvent pour les enfants Et qui ont vécu à l'étranger. qu'en est-il des autres universités aux Pays-Bas et en Angleterre? Est-ce que, alors c'est une question étrange, mais est-ce que le fait d'être français est un avantage ou un inconvénient? Est-ce que tu sais si au niveau des statistiques, par exemple, euh, il y a plus de Français Je enfin, pense que est-ce que ouais, le fait d'être français, non, c'est ni plus ni moins, c'est d'accord. l'expérience de vie. Donc, par exemple, Maastricht, je prends un exemple aux Pays-Bas, Maastricht,
pour la formation de business, qui est une très bonne formation, il demande à l'élève de faire un CV. Et sur le CV, il faut rajouter ses expériences. Il y a une partie pour ses expériences à l'international. Là, je vais passer à IE. Mon prochain slide, c'est sur IE et SAD en Espagne. Et IE, justement, dans sa candidature, il y a une question. Vous avez vécu en combien de pays? Vous avez passé plus de 3 mois dans combien de pays? Donc, ils cherchent des élèves qui ont ce côté international. Donc, ce n'est pas une question d'être français ou pas français, c'est une question de côté international, de multiculturel et d'être bilingue, voire plus. Ouais, ouais, ouais. D'accord, très bien. Donc, il faut surtout, enfin, pour moi, déjà en tant que maman, souvent on culpabilise un peu en disant qu'est-ce qu'on a fait à nos enfants, les emmener dans tous ces différents pays. Mais en fait, les universités voient ça d'un très bon œil. Et à forcerie, ben, nous aussi, hein, en tant que maman, on doit se dire ben, qu'est-ce qu'on leur a donné? On leur a donné vraiment un côté multiculturel, un côté euh, ouvert au monde. Et les universités reconnaissent ça et ils apprécient. Est-ce que je réponds à la question? Mhm, mhm. Ouais, même plus. OK. Je passe à l'Espagne. Encore une fois, il y a plein d'universités en Espagne, des universités très bien, des universités privées. Pourquoi je parle du privé? Parce que le public, il faut passer des examens pour rentrer dans les universités publiques, des examens en espagnol, bien sûr. Et la date des examens, au mois de mai, c'est en plein pendant que vos enfants sont en train de passer leur bac ou leur IB. Donc, on a tendance à ne pas trop viser les universités publiques espagnoles. On vise les universités privées. Donc, il y a plein d'autres universités. Il y a l'Université Alphonse X à Madrid, il est très bien. Universidad d'Europa, c'est pas mal aussi. Mais les deux qui ressortent dans les demandes de nos parents, c'est IE Madrid et SAD. Donc là, c'est des business schools. Et des business schools dans le bon sens du terme, notamment pour IE. Oui, c'est académique, mais pas que. Si vous regardez sur le site d'IE, il va avoir beaucoup de projets en groupe, de la communication, des stages. Il y a des directeurs d'entreprise qui viennent, qui font des cours. Donc, pour moi, tout ça, ça vise les élèves qui sont, oui, académiques 15, 16, 14, 15, 16 au bac, mais pas forcément les élèves qui adorent être la tête dans le bouquin, qui adorent apprendre de façon académique. Ça, c'est plutôt la Bocconi. Et eux, c'est pour les élèves qui sont intéressés par le business, qui veulent apprendre plus, qui veulent être hands-on, qui veulent faire des projets, qui veulent aller faire des stages, etc. Pour moi, IE est top pour ça. Et justement, la façon de regarder l'élève est top aussi. Donc, IE, comment est-ce que je passe à IE? Comment est-ce qu'ils regardent l'élève? Donc, déjà, c'est Rolling Admissions. Ils ouvrent leur candidature vers le mois d'octobre et ça continue jusqu'à ce qu'ils s'en plaignent. Ils choisissent leurs élèves sur plusieurs critères. Donc, il y a le dossier, on va télécharger les bulletins. Il y a des tests à faire, des tests psycho, et puis aussi un test où on doit répondre à des questions contre un écran noir. Donc, nous, on aide l'élève à se préparer pour ces tests. Ne le sous-estimez pas, ça peut être un peu déstabilisant d'avoir des questions sur l'écran. Il n'y a personne à l'autre côté de l'entretien et d'avoir à répondre à ces questions devant un écran noir. Il y en a où on répond à l'oral et d'autres où on répond à l'écrit, donc ça se prépare. C'est comme le code de la route. Pardon? Comme le code de la route. Quand tu passes ton code de la route, tu es devant un écran et tu dois choisir. Tu as une télécommande et tu dois choisir A, B, C, D. Et je suis pas convaincue que IE va être flatté de moi que tu considères que la façon de recruter est la même chose que le code de la route. Mais si tu veux, Constantin, comme le code de la route. Bon, Donc, il m'a un peu perturbée là. Donc, dans la candidature désolé. pour IE, on fait un CV. Et dans le CV, n'hésitez pas à mettre tout ce qu'a fait votre enfant. Allez-y sur son côté international, sur son côté extracurriculaire, comment il participe à l'école, le CVL, les scouts, les délégués de classe, la commission écologie, tout ça, ça lui rajoute, si je peux dire, des points. Ça rend sa candidature plus forte. Ce n'est pas que les notes qui comptent. Donc après, il passe un entretien, c'est un peu un entretien de motivation avec quelques petites questions par-ci, par-là qui sortent de l'ordinaire, mais c'est vraiment
parce qu'ils cherchent que l'élève soit en bonne fête, qu'il pense que IE va convenir à l'élève et que l'élève va convenir à ce qu'ils appellent the IE family. Il faut qu'il fasse partie de la famille qui va s'intégrer. Et je trouve ça intéressant de faire ça en amont. Ils n'acceptent pas n'importe qui, ils veulent vraiment avoir l'impression que l'élève va être heureux à IE. Donc, IE, il y a 2 campus. Il y a le campus à Madrid et puis le campus à Ségovia, qui est à 20 minutes en train de Madrid. L'élève peut soit faire ses 4 années à Madrid ou 2 années à Ségovia et puis 2 années à Madrid. Donc, c'est pas mal aussi pour certains élèves qui veulent pas la grande ville tout de suite. Ségovia, c'est plus petit, c'est un plus petit campus, c'est peut-être plus cocooning. Et puis après, 2 ans plus tard, il peut venir à Madrid. Après, on a aussi SAD. Donc, SAD, j'aime beaucoup aussi pour des raisons différentes. J'aime pas dire que c'est plus académique ou moins académique, mais je dirais peut-être plus scolaire, plus académique. Mais ce n'est pas, je ne dénigre absolument pas IE, c'est juste 2 façons d'affronter le business. SAD, c'est peut-être un petit peu plus, qui convient plus à des élèves scolaires. Et d'ailleurs, leurs tests, dans la sélection et sur dossier et tests, et leur test en maths est plus lourd que le test d'IE. Okay. Again, encore une fois, rolling admissions à partir du mois d'octobre pour candidater. Frais de scolarité entre 20 000 et 23 000. Est-ce qu'on a des questions sur IE ou SAD? BFI, donc c'est Oui, le bac français international. baccalauréat français international, est-il valorisé dans les admissions à l'étranger? Excellente question. Le BFI est une formation très rigoureuse. D'accord? Très rigoureux avec beaucoup de littéraire. C'est pour les élèves qui aiment faire des essais, etc. et qui ont un très bon niveau d'anglais. Oui, les universités le reconnaissent. Pour l'Angleterre, certaines universités donnent une offre réduite pour le BFI, mais pas tout. Mais méfiance parce qu'il est quand même plus difficile d'obtenir une très bonne note dans son bac avec les coefficients du BFI. Il faut être, par exemple, si on est très bon en maths et physique chimie, si en plus on fait BFI, il faut être bon partout. Il faut être bon dans les maths et la physique chimie, mais aussi très littéraire pour les cours d'anglais, la littérature qu'on va lire. Donc, c'est une excellente formation. C'est une formation passionnante, mais qui est beaucoup plus difficile que le bac normal, si je peux dire. Donc, oui, les universités le reconnaissent. Est-ce que l'Angleterre, certains font une offre réduite, pas tous, mais SAD, IE et les Pays-Bas, oui, ils vont apprécier le BFI. Si l'enfant continue à avoir des bonnes notes, il ne faut pas qu'à cause du BFI que ses notes penchent. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense que oui. Sinon, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on en parle directement après. Je passe au Canada. Si vous tenez encore la route, j'en ai pas encore énormément de slides, mais donc le Canada. Bon, il y a quelques personnes qui sont parties, mais on est toujours là. On est toujours là OK. et de toute façon, Et n'oublie pas personne le ne dort? replay. Il y aura un replay. Je sais pas si les gens dorment, mais OK. On passe au Canada. moi non. Donc, il y a le Canada anglophone avec des super universités, University of Toronto, University of British Columbia, etc. Excellentes universités qui concurrencent les universités américaines et les universités anglaises. Le tarif aussi concurrence les universités anglaises et les universités américaines. Donc, souvent, les Français se dirigent vers le Canada francophone parce qu'avec un passeport français, vous avez des tarifs encore pour cette année. Après, ils sont en train de négocier, ça va peut-être changer, mais c'est toujours des frais de scolarité réduits comparés aux frais de scolarité des Américains et des internationaux. Donc, pour cette présentation, je me limite au Canada francophone. Donc, le Canada francophone, on peut quand même faire ses études en anglais. Donc, McGill, Concordia et Bishops font les études en anglais. HEC Montréal, on commence en français, après on peut passer en anglais. Et Polytechnique Montréal, surtout c'est en français, mais aussi il y a une partie en anglais. Donc, c'est vraiment vivre dans un milieu bilingue.
même s'il parle français un peu bizarrement, il parle anglais un peu bizarrement aussi, mais c'est un milieu bilingue. Et faire ses études en anglais dans des super universités. McGill, niveau prestige, c'est là-haut avec King's, UCL, la Bocconi, etc. Concordia, très bonne université, peut-être un peu moins difficile à rentrer, mais les retours qu'on a de nos élèves, ils sont très heureux à Concordia. Donc, la sélection est faite sur dossier et uniquement sur dossier. On télécharge ces bulletins, le tri est fait et soit ils vous acceptent, soit ils ne vous acceptent pas. La candidature, c'est très clair. Sur le site, par exemple, de McGill, on peut aller dessus, on peut regarder bac français, ils vont dire la note minime que le dernier élève qui a été pris l'avait l'année dernière. Donc, la note plancher pour faire les études là-bas. De Sautel School of Business, excellent, très réputé. Il faut être très bon en maths. Je ne veux pas dire de bêtises, mais la dernière note de l'année dernière, c'était autour de 16,5, 17 en maths. 17 en Ah maths ouais, c'est supplémentaires et 16 bon niveau 7 quand et même, hein. demi en spé maths. Ouais. Bon Après, niveau. Ça, c'est pour McGill et Concordia ou c'est pour non, les ça c'est quatre, là? McGill. C'est McGill de Sautel School of Business. Après, si on veut aller à McGill pour faire relations internationales ou un autre Bachelor of Arts, le niveau est moindre. Là, c'est plutôt 14. Moi, j'aurais pas pu, hein, avec les notes que j'ai eues au bac, J'aurais pas j'aurais pas voulu été de admis. toi. Je sais pas Non, pourquoi, ça me surprend pas, Constantin. bah, c'est pour ça que j'ai créé une agence de soutien scolaire, hein. Ouais. Donc, ça, c'est le Canada. Excellent choix aussi pour les Français. Très souvent, c'est loin pour les Français qui sont en Europe. Ils trouvent que le Canada, c'est loin. Effectivement, à 18 ans, ça peut paraître loin. On ne revient pas pour le week-end comme on peut revenir si on est en France. Si les parents sont en France, comme on peut revenir des Pays-Bas ou de l'Angleterre. Un petit coup de Thalys, un petit coup d'Eurostar, on rentre pour le week-end. Le Canada, c'est loin. C'est à prendre en compte quand on Mm. envoie ou quand on encourage notre enfant à partir là-bas. Il y a un petit taux d'échec euh, qui vient du fait que l'élève peut se sentir un peu seul à 18 ans, un peu loin au Canada. C'est des universités, surtout, je dirais plus McGill que Concordia, mais ça n'engage que moi, c'est juste le retour que j'ai de nos élèves. Il faut savoir travailler de façon indépendante et à McGill et à Concordia, mais surtout à McGill. Mhm. On va pas vous tenir à la main. Souvent, les Français de l'étranger, on va pas se mentir, ça a été un peu cocooning les lycées français à l'étranger. Et quand on part à McGill, ça peut être un peu un choc culturel du fait qu'on n'a plus son prof pour le tutorat du matin, le tutorat de l'après-midi, une petite question à midi si on ne suit pas. Il faut être beaucoup plus indépendant. L'avantage reste la francophonie, le fait que il y a un décalage culturel, certes, mais Ouais, la langue étant le français, peut-être complètement. que ça peut compenser un peu la difficulté. Alors pour un élève, un enfant qui parle couramment l'anglais, évidemment, ça changera pas grand-chose, peut-être, mais ouais. Oui, non, tu Voilà, as raison. Même si les cours sont en anglais à McGill, l'université est bilingue. Il peut aller expliquer hmm. son problème en français. La vie est bilingue au Québec. Il y a une question de Marie. Quelle université au Canada recommandez-vous pour faire des études en Performing Arts à partir d'un... Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un BTEC, c'est un brevet de technique. Si, ça doit être un brevet, je pense. BTEC, Performing Arts. Un BTEC. BTEC, Performing Arts. Marie, vous me posez une colle. Ok, je vais être très claire là-dessus. Euh, Performing Arts, on a envoyé des élèves en Angleterre pour Performing Arts. Je n'ai pas envoyé des élèves au Canada. Il me semble qu'à Concordia, on peut faire drama. Mais Performing Arts, je suis désolée, j'ai jamais accompagné l'élève qui voulait faire ça. Vous me posez une colle. Si vous m'écrivez, je vais me renseigner et je vais vous répondre. Mais là, tout de suite, je suis un peu perdue. Alors, juste pour BTEC, je viens de vérifier quand même, c'est pas du tout un brevet, c'est Business and Technology Education Council. Ouais, c'est un Eh ben, je BTEC. ne connaissais pas. Eh ben, je ne connaissais pas. Et voilà, Je vais j'en aller un apprends tous petit les cours jours. si tu veux. Ouais, tu me feras un cours. Très bien. OK, donc là, j'ai fait des formations généralistes, donc le type d'élève qui veut faire business, ingénieur, relations internationales, journalisme, littérature, enfin, tous ces sujets. Là, je vais passer aux études de la santé. OK?
pour les dernières slides. Donc, médecine vétérinaire, pareil, dentiste, kiné, etc. Tout ça, je le regroupe dans le même lot. Souvent, on me pose la question pour médecine et médecine vétérinaire. Donc, le Royaume-Uni, très compétitif. D'accord? Très compétitif. L'Angleterre est limitée dans le nombre d'élèves qui peuvent prendre en médecine parce que c'est subventionné par l'État. Donc, ils sont limités à 7%. Donc, c'est horriblement compétitif pour aller faire médecine humaine en Angleterre. Médecine vétérinaire, c'est moins compétitif. Il y a des très bonnes écoles de veto en Angleterre. Si on veut revenir en France après, on ne peut pas revenir directement comme on peut si on le fait en Europe. On doit pratiquer pendant 6 mois après son diplôme et après passer un examen oral en français avec l'Ordre des médecins vétérinaires de France pour pouvoir revenir. Ce n'est pas insurmontable. Ma propre fille, elle a fait médecine vétérinaire en Angleterre. Elle n'aura pas de problème pour revenir en France si elle veut. Mais sachez que ce n'est pas direct. Il faut passer cet examen. Mais par contre, les universités anglaises sont souvent accréditées pour les États-Unis, pour l'Afrique du Sud, pour l'Australie, pour d'autres pays. Donc, avec un diplôme de médecine vétérinaire en Angleterre, on peut aller travailler un peu partout dans le monde. Le deadline, c'est le 15 octobre. À cause de ce fichu Brexit et tous les problèmes, tous les bâtons que ça nous met dans les roues, beaucoup de nos candidats postulent aussi en Espagne. Donc, nous, on travaille surtout avec CEU, les universités CEU, donc Cardenal Herrera, par exemple, à Valencia, parce qu'on est vraiment impressionné par la qualité de la formation. J'ai des élèves en médecine vétérinaire là-bas. La qualité de la formation est top. OK? C'est cher. On est en train de parler dans les 20 000 € par an. Mais c'est une excellente qualité. Il existe aussi des formations de médecine, de dentaire, de veto, etc. en pays de l'Est. Il y a 2-3 ans, je me suis déplacée pour les regarder. Ça n'engage que moi, je n'en étais pas convaincue. Donc, Expat Student ne vous accompagnera pas pour les formations de médecine, de veto, etc. en pays de l'Est. C'est un choix qu'on a fait. Je me suis dit, est-ce que j'enverrai ma fille de 18 ans dans ces formations? Ma réponse était non. Donc, si je n'envoie pas ma fille de 18 ans, je n'envoie pas la vôtre non plus. Donc, nous, on peut vous accompagner pour l'Espagne parce qu'on y croit. Le Cardinal Herrera, par exemple, médecine veto, on peut faire en français ou en anglais pour les 2 premières années. Après, ça bascule en espagnol. Il y a aussi, on commence à travailler aussi avec l'Université Católica de Murcia, qui fait une formation qui est en espagnol, mais on a beaucoup de Français qui vont. Le niveau d'espagnol au début est très léger. Ils font ça tout doucement pendant le premier trimestre. Ils ont des cours d'espagnol. Donc, l'élève finit trilingue, anglais, espagnol, français, et sort avec un diplôme européen, surtout en médecine veto. Quand on sort avec son diplôme de veto, on peut aller travailler n'importe où en Europe après, ce qui est quand même intéressant. On peut parler avec des chats espagnols, avec des chats anglais, des chats Exactement. français. Exactement. Ils nous comprennent. Ça, c'était médecine et veto. Là, je vais passer à Expat Student n'est pas spécialiste dans les formations en France. Nous, on a créé Expat Student pour les formations en dehors de France. Mais récemment, il y a les nouveaux bachelors qui commencent, les bachelors d'ingénieur et les bachelors de business school, qui sont super bien. Donc, je trouve que, et qui sont en anglais, et je trouve que ma formation, mon petite présentation ne serait pas complète sans en parler. Donc, je fais un petit parcours. Nous, on a des élèves qui vont cette année dans ces formations, des Français de l'étranger, et qui sont ravis. Donc, je me permets d'en parler. Donc, en formation d'ingénieur, je vais en parler surtout il y a la formation de Polytechnique. Polytechnique, on le sait tous, le top du top en ingénieur, en passant par la classe prépa. Même Polytechnique, qui est le top du top, s'est rendu compte qu'il y a aussi un marché, un intérêt, une envie pour des élèves qui sont forts, qui ne veulent pas passer par la prépa. Et ils ont créé leur bachelor sur 3 ans. On fait des doubles majors, Maths and Physics, Maths and Computer Science, ou Maths and Economics.
Formation de haut niveau, il vise beaucoup les élèves internationaux, donc soit les Français de l'étranger, soit carrément des élèves dont la première langue n'est pas français. Euh, Excellente formation. Donc, à l'intérieur de la formation, il y a la possibilité d'aller étudier à l'étranger, il y a des stages. C'est vraiment, ils se sont adaptés au monde d'aujourd'hui. C'est des bachelors qui sont modernes, plus modernes que la formation en grande école qui reste exceptionnellement académique. Euh, c'est une formation très bien. Et dans le même genre, je passe aux formations Centrale McGill qui commence cette année. Donc, j'ai pas de recul. J'ai mes premiers élèves qui vont cette année. Mais je crois, non, il a commencé l'année dernière, pardon. Et je crois vraiment que c'est une excellente formation. Quand on regarde le détail, c'est une formation de généraliste à Centrale. Centrale, on le connaît tous, deuxième école d'ingénieurs de France. Euh, donc, qui est vraiment une solide formation d'ingénieur. Et après, les 2 années après, on va à McGill et on se spécialise dans la formation mechanical engineering, civil engineering, etc. Mais on ne se spécialise pas au début. On a une formation à Centrale qui est très généraliste et qui est vraiment super intéressant. Et si on regarde les frais de scolarité, franchement, c'est imbattable. 8 000 € pour sortir avec un double diplôme Centrale McGill avec ces deux beaux noms. Je trouve ça, enfin, franchement, moi, je trouve ça. Tes parents? Oui, c'est par an, c'est la formation par an. Ouais, d'accord. OK? Je parle toujours en formation par an, pardon. Donc, on a aussi, je l'ai mis en formation d'ingénieur, c'est un peu ingénieur, un peu business, c'est un peu une formation hybride. La formation, encore une fois, Centrale Supélec avec ESSEC. Donc, un Bachelor Artificial Intelligence, Data and Management Science. Première année à Centrale, deuxième à ESSEC, troisième à ESSEC, quatrième à Centrale. Pour les élèves qui sont très matheux et qui ne savent pas s'ils veulent être ingénieur ou s'ils veulent faire business, data science, c'est un peu entre les deux. J'arrive à la fin, je vous promets. Après, on passe au business school. Ah, mais c'est super intéressant, hein. T'inquiète. J'espère qu'il y a Donc, encore les 50 slides. business schools à la Je française, rigole. j'ai mis mes 3 préférés. Il n'y a pas que, donc si on a ici quelqu'un de l'IESEG ou quelqu'un qui aime EM Lyon, ne m'en voulez pas. Il y en a plein de business schools françaises qui maintenant font des bachelors en anglais, mais les 3 plus connus, plus réputés, franchement mes 3 préférés, j'y vais rapidement parce que je vois que je dépasse un tout petit peu mon temps. Donc l'ESCP, formation de 3 ans, en 3 pays. On choisit en fonction de la langue qu'on veut étudier en langue secondaire. Londres, Madrid, Turin, Paris, Berlin, Varsovie. Donc, on bouge chaque année. L'EDEC Global Business Track, première année à l'EDEC à Nice, deuxième année UCLA Los Angeles, année 3 et 4 Wow. Singapour. Donc ça, c'est Wow. vraiment pour les élèves qui veulent voir le monde, qui veulent une formation de business de haut niveau, parce que c'est une formation d'EDEC, hein, mais qui veulent vraiment s'internationaliser dès 18 ans. C'est Et sur dossier. pardon? Toutes ces écoles sont sur dossier. Enfin, c'est Oui, bachelor. complètement. Oui, complètement. Et le dernier, c'est l'ESSEC. On choisit de faire année 1, 2, soit Cergy, on va peut-être plutôt dire Paris, mais je préfère dire que c'est Cergy, c'est pas plein centre de Paris. Singapour ou Rabat. Rabat, c'est en français, Cergy et Singapour, c'est en anglais. Et puis, année 3 ou 4, on fait une spécialisation sur Cergy où on fait des stages et des échanges aussi. Bien sûr, toutes ces formations sont très internationales, donc il y a des stages à l'étranger, il y a la possibilité de faire des échanges avec des universités partenaires. On finit vraiment multiculturel. Et surtout, il y a aussi la possibilité ensuite d'être professeur particulier pour Action académique parce que j'aimerais préciser que la plupart des professeurs particuliers qui travaillent avec nous à Singapour sont des étudiants de l'ESSEC en en études universitaires pour des raisons qui sont purement juridiques parce que à Singapour, on n'a pas le droit d'embaucher et de travailler avec des personnes qui n'ont pas d'autorisation de travail. Et les étudiants de l'ESSEC qui font donc qui sont en études, en échange universitaire, ont l'autorisation de travailler, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, 16 heures par semaine.
C'est la loi de Singapour. Voilà. Donc, en plus de ça, en faisant ces études là-bas, vous avez le droit de travailler. Enfin, les élèves ont le Parfait. droit de travailler. Donc, je Voilà. pense Et il y a juste une cinq question minutes. de Geneviève. Il y a une question juste de Oui. Geneviève sur les tarifs. Donc, on retourne en Espagne, Murcia, pour des études de dentaire. Est-ce que tu as une idée du tarif? Je ne veux pas te dire de bêtises, Murcia est moins cher que Valencia. Je voudrais dire entre 10 et 14, mais c'est vraiment, il vaut mieux aller sur le site où vous m'écrivez et je vérifie avec mon contact là-bas. Mais de mémoire, entre 10 et 14, je dirais. Par an, bien sûr. 1 000 € par an. Mhm. Ok, merci. Geneviève Donc, te remercie. je fais mon petit speech expat student quand même, juste à la fin. Donc, nous, expat student, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec les élèves n'importe quel diplôme qui font le IB, le bac français, les A-levels, on a du high school diploma, on a des élèves de partout. J'ai des élèves aux États-Unis jusqu'à des élèves à Singapour. On s'adapte à vos horaires. On aime bien prendre nos élèves à partir de la classe de première. Pourquoi? Pour avoir le temps de réfléchir sur ce qu'ils veulent étudier. Et en fonction de ce qu'ils veulent étudier, vous avez vu avec la présentation qu'une fois qu'on a décidé ce qu'on veut étudier, après on décide où est-ce qu'on veut l'étudier pour avoir les meilleures universités possibles dans ce sujet. On s'adapte à vous, on travaille par visio comme aujourd'hui, on s'adapte à vos horaires, on s'occupe de choisir le sujet, d'aider l'élève à préparer sa lettre de motivation, on le prépare pour les entretiens et on s'occupe de tous les deadlines pour que vous ne soyez pas au repas du soir, tout le temps en train de dire à votre fils, t'as fait ta lettre? C'est quoi le deadline? C'est quoi la prochaine étape? C'est nous qui suivons tout ça, ce qui va rendre la vie un petit peu plus paisible à la maison et plus rassurant pour votre enfant pendant qu'il, lui, il peut se permettre de se concentrer sur son IB, sur son bac, sur ses A-levels ou son high school diplôme. Ouais. Et Est-ce sa que crise vous avez des adolescente. questions? Et sa vie d'adolescent aussi, s'il a le temps. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Tout est sur la page. On a du Facebook, on a un Instagram, on a 2 sites web. Là, il y a juste le site web français. On a aussi un site web .us à la fin qui vise surtout les élèves qui font la high school diploma. On a un newsletter qui sort tous les mois. N'hésitez pas à nous contacter. On fait le premier appel gratuit pour faire un petit tour d'horizon, que vous signez pas, à vous de voir, mais on aime bien aider surtout les Français de l'étranger aussi. On aime bien partager nos expériences, partager notre connaissance. Donc, n'hésitez pas à faire cet appel juste pour un peu vous donner des idées de début. Avez-vous des questions? Et alors, c'est le moment où, en général, je propose aux personnes qui se sentent à l'aise de connecter, et s'ils veulent poser des questions en mettant leur caméra et en branchant leur micro, vous pouvez prendre la parole. Merci, Lucille. Euh, donc, si voilà, si jamais vous voulez, ou même témoigner, si vous avez des enfants qui ont déjà fait, qui sont passés par ce parcours. Voilà, vous pouvez nous poser des questions et on sera très content d'y répondre. Comme Louise l'a dit, évidemment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et, euh, et on vous répondra. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a eu pas mal de questions déjà posées pendant le webinaire, donc je pense que comme au début du webinaire, j'ai quand même bien précisé que vous pouviez poser vos questions pendant, euh, j'ai bien vu que vous l'avez fait, donc c'est très bien. Euh, ah, alors il y a une question, merci. Quel est le prix de votre accompagnement? Alors ça, c'est une question pour toi, Louise. Je ne sais même Ben, pas. donc, effectivement, je n'avais pas abordé ce sujet. Le prix de notre accompagnement, c'est un tarif qui couvre tout, qui est de 3 600 € tout compris, donc le nombre d'appels qu'il faut sur un accompagnement qui va durer 1 an et demi à partir de la classe de première jusqu'à ce que l'élève parte au mois de septembre, 1 an et demi plus tard. Donc, il n'y a pas de limite sur le nombre d'appels et surtout, tous les appels sont one-to-one. On ne fait jamais des appels de groupe parce que chaque enfant a un parcours différent, il a des envies différentes, il a une candidature à lui, lui, il est unique, donc on travaille toujours en one-to-one avec l'élève. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
ou de personnes qui souhaiteraient prendre la parole, témoigner euh, ou interpeller Louise sur le sujet des études. Allez, il y a Ou en tout cas, possible une petite question quand même, non? mais tu sais qu'après enfin, c'est pas évident en général, même moi, hein, pas de questions pour moi. Non, mais je pense que ça a été peut-être que ton webinaire est super clair et que du coup, il n'y a pas de questions, hein. Soit ça, soit je C'est les ai peut-être ça assommés. aussi, hein. Je vous ai peut-être tous assommés. Non, non, je pense pas. C'était très intéressant. Les questions vont venir après. Oui, Marie, vous avez raison. Eh bien, si les Donc questions voilà, je reviennent propose. après, envoyez-nous un email et puis Alors ben, j'aimerais on sera plaisir préciser, de oui, répondre. que dans le formulaire d'inscription, il y avait un petit champ questions. Et on a reçu pas mal de questions par écrit aussi. Et je pense que c'est des personnes qui ne sont pas forcément connectées. Donc je t'enverrai le fichier et tu pourras aussi prendre le temps d'y répondre en personnel, enfin individuellement. Ah, j'adore cette question. Il y a une question. Quel est le taux de réussite suite à votre accompagnement? Franchement, j'adore cette question. Là, je me lance sur mon... Déjà, c'est quoi un taux de réussite? Pour moi, le taux de réussite, la réussite, c'est quand l'élève rentre dans la formation qui lui plaît, que ce soit en Angleterre, en France, à l'étranger. Pour moi, s'il rentre dans la formation et qu'un an plus tard, il y est toujours dans la formation et qu'il s'y plaît toujours, pour moi, c'est une réussite. Tous nos élèves ont des offres, d'accord? Est-ce que tous nos élèves ont toutes les offres? Non. Et pour moi, c'est même ça de la réussite, parce on permet aussi à nos élèves de postuler à des formations où on leur dit clairement, on va tenter, mais je pense que c'est pas, je pense que c'est au-dessus de ton niveau. Ça serait facile pour moi de dire, OK, bah, tu vas postuler que à des choses faciles, comme ça j'ai 100% de taux de réussite. Mais ça ne sera pas rendre service à l'élève. Donc, notre taux de réussite, je dirais que c'est peut-être 4 heures sur 5. Mais ce n'est pas 5 heures sur 5 parce qu'on les encourage à viser eux aussi et à viser des formations qu'éventuellement, ils ne vont pas avoir. J'ai une élève cette année qui a postulé à et le bachelor de Centrale et le bachelor de Polytechnique, plus des formations aux Pays-Bas. Elle a eu Centrale, elle a eu les Pays-Bas, elle n'a pas eu Polytechnique. Je considère quand même que c'est une réussite, même si elle n'a pas eu Polytechnique. Elle n'avait pas sa place à Polytechnique, mais on l'a tenté quand même. Est-ce Très qu'on bien. est-ce qu'on propose un accompagnement sur d'éventuelles bourses scholarship? Oui, IE et SAD, par exemple, ont des bourses et des scholarships. On peut tenter. On peut tenter. Souvent, c'est lié aux revenus. Donc, les élèves ne les obtiennent pas très, très souvent. Si on postule en Angleterre, il y a très peu, je vais être très claire, il y a très peu de scholarship. On doit accepter sa place souvent avant de tenter le scholarship. Par exemple, Warwick a des scholarships pour les élèves sur leur niveau de notes. Il faut être vraiment très, très bon pour l'obtenir. Donc, c'est pas comme les États-Unis où le premier tarif est énorme et puis ils réduisent les tarifs en fonction, comme pour les bourses au mérite, qui réduisent les tarifs en fonction du niveau de l'élève. Les tarifs en Angleterre sont le tarif pour tout le monde. C'est très rare d'obtenir des scholarships ou des bourses au mérite. Bah, c'est la question suivante. Les bourses au mérite, est-ce que tu sais faire? Enfin, est-ce que C'est tu la sais même chose. accompagner? Il y en a très peu. Donc, oui, on va les tenter. Mais je pense que si vous postulez aussi, votre enfant postule à la formation, il faut être sûr de pouvoir le payer avant de postuler parce que si vous postulez et que vous l'avez et que vous n'avez pas la bourse, vous risquez de briser le cœur à votre enfant. Donc, postulez aux formations que vous pouvez payer. Si on a une bourse, tant mieux, c'est du positif. Mais ne postulez pas, c'est juste un conseil presque en tant que maman, ne postulez pas à des formations que vous ne pouvez pas payer parce que c'est très dur pour l'élève d'avoir fait tout le travail puis de se rendre compte qu'il ne peut pas y aller pour des raisons en dehors de sa volonté. Voilà. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Eh bien, En tout s'il n'y cas, a pas n'hésitez d'autres pas encore questions, une moi je vous dis fois. un grand merci d'être venu Ah, passer votre samedi avec nous. alors, juste bah, une dernière question de Geneviève que je reçois. Gérez-vous beaucoup de dossiers d'enfants qui sont en post-bac ayant eu des échecs
Faut Oui, pas oui, complètement. Et c'est tellement, ne me lancez pas sur ce sujet, c'est tellement dommage que le système de passe ou de LAS en France est tellement catastrophique. Quasiment tous les élèves qui partent faire médecine en Espagne ont les ratés, les échecs de passe ou de LAS ou des élèves au bac qui ne veulent pas passer par là. Et je trouve ça tellement dommage. Mais oui, ça, on a beaucoup d'élèves qui ont eu des échecs ou qui sont, là, ça commence à être un peu tard, mais qui viennent nous voir en début de passe ou de LAS en disant, ben, dès le mois de décembre, je trouve ça dur, je veux chercher ailleurs. La même chose pour les études de veto. On a beaucoup d'élèves en deuxième année de prépa veto qui disent, bah, je pense que je ne vais pas être pris. Arrivez-nous à les casser? Oui, bien sûr. Hmm. Casser, c'est peut-être pas le mot, mais oui, on arrive à les accompagner pour qu'ils soient acceptés. Encore une fois, c'est une question de notes. L'Espagne va regarder les notes de vos enfants du bac. Donc, par exemple, si on candidate à Valencia pour médecine, c'est pas les notes de passe ou de l'AS qui comptent, c'est les notes du bac, les notes de terminale, les notes de première. Donc, si l'élève, nous, on peut déjà regarder ces notes-là. Si l'élève a de bonnes notes en première, en terminale et à son bac, oui, on les accompagne. On a des élèves on a beaucoup d'élèves qui réussissent à aller faire médecine et qui sont très heureux en Espagne. Donc, justement, les élèves, si, quand ils travaillent avec nous, on les met en contact avec nos anciens dans les universités où ils sont pour avoir leur retour aussi. Mais c'est bien dommage qu'on soit obligé de faire ça. Hmm. Très bien. J'aimerais juste rajouter une chose aussi en ce qui concerne les services d'Axiom académique. Euh, donc, hormis les cours particuliers, donc notre service de soutien scolaire, on propose également l'été et notamment avant la rentrée scolaire des stages de remise à niveau, des stages de révision, des stages intensifs. Tout est à la carte. Ça peut être des stages à domicile, ça peut être des stages en ligne, ça peut être des stages en groupe. Donc, pour certains élèves, ça peut parfois être utile de leur faire faire un stage intensif pour se remettre à niveau dans une matière avant la rentrée ou même pendant l'été pour pas décrocher complètement, pour pas décrocher complètement. Et donc ces stages, on les fait dans toutes les matières et pour tous les curriculums. Donc dans tous les curriculums IB, parce que j'ai un peu présenté Axiom au tout début, mais ce que j'ai pas précisé, c'est que euh, nous avons des professeurs particuliers qui sont capable d'accompagner dans n'importe quel curriculum. Enfin, si je l'ai plus ou moins dit, je pense, mais je le redis. Donc, on ne travaille pas qu'avec des profs français, francophones, mais aussi anglophones, américains, canadiens, australiens, britanniques. Donc, ça aussi, voilà, ça peut être Je un confirme, outil. j'ai des élèves, on fait souvent appel à Axiom quand j'ai des élèves qui ont des petites faiblesses dans certains sujets. Je dirais même que c'est très utile de faire un stage avant de rentrer en terminale parce que, enfin, le retour que j'ai de mes élèves, le terminal, ça commence au chapeau de roue. On n'a pas le temps de réviser ce qu'on a fait en première. On commence tout de suite avec le programme de terminale. Donc, si l'élève n'est pas sûr de lui, faire un petit stage avant pour se mettre à jour, de se réveiller et d'être prêt à attaquer à la rentrée, c'est souvent une très bonne façon de commencer la classe de terminale. Il y a une question de Lucille et je pense qu'on va arrêter le webinaire après cette question. Y a-t-il des choix de spécialités importants à faire pour certaines universités étrangères? Oui, oui, surtout Très méfiance bonne aux question. maths. Très, très bonne question. Très bonne question, c'est dommage de l'avoir gardée pour la fin. Méfiance pour les... Contactez-moi si vous avez des questions, mais méfiance pour les maths. Il y a beaucoup de formations qui vont demander des maths. Euh, Là, justement, hier, j'ai eu une famille. L'élève veut aller faire economics en Angleterre. Il est en IB. Il a mis maths en standard level. Certains sujets, on a besoin d'un maths en higher level. Pareil, en bac français, si vous voulez aller faire du business, même s'il y a de pas avoir des maths en tronc commun, laissez pas votre fils, votre enfant, laisser tomber les maths. Il nous faut soit des maths en première et maths complémentaires, soit maths en première et en terminale en fonction du sujet. C'est pas important s'il veut étudier relations internationales, mais si on se dirige vers le business, ne laissez pas tomber les maths.
Voilà, bah, c'était le mot de la fin. Merci encore à tout le monde de s'être connecté, Oui, merci d'où que vous beaucoup. soyez. Restez bah, voilà, informés parce qu'on va proposer d'autres webinaires sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Merci beaucoup, Louise, pour cette Ben, je présentation t'en très prie, claire. Constantin. Merci à tout le monde Euh, d'être venu à m'écouter. J'espère que je vous ai pas endormi. j'ai vu beaucoup de messages de remerciements, Ça me touche. Merci beaucoup. donc merci aussi à vous pour votre retour, vos retours à chaud. On vous souhaite de passer un excellent week-end, parce qu'on est le week-end, et aussi de bien faire vos choix pour les études de vos enfants. C'est des sujets qui sont très compliqués, parfois même douloureux dans certaines familles. Donc, Ça c'est peut être source de parfois conflit. c'est parfois bien et rassurant d'être accompagné, de ne pas être complètement seul face à ce challenge, d'autant plus quand l'enfant ne sait pas lui-même ce qu'il veut faire, ce qui était mon cas moi quand j'étais étudiant. Et finalement, bon, j'ai juste fait ce que mes parents m'ont demandé de faire, m'ont proposé. Ouais. Mais parfois, ça peut être bien aussi de réfléchir par soi-même et de décider par soi-même. Bon, donc voilà, merci à tous et rendez-vous au prochain webinaire. Et merci Louise. Merci beaucoup. À bientôt, tout le monde.